d'abord un très grand merci à l'ASPAP pour l'organisation de cette journée, et particulièrement à Vincent, Morel, pour soutenir cette journée, et puis pour soutenir globalement les soins palliatifs à domicile. On a compris, il y en a bien besoin, et un grand merci. Un grand merci aussi à Bénédicte Leclerc qui a organisé cette journée et qui fait un gros travail. Et puis merci beaucoup à Christine Prévost qui coordonne ce groupe au réseau de l'ASPAP et qui fait un très très gros travail. Un très grand merci. Voilà, donc pour nous ce matin, plusieurs constatations d'abord. Un nombre croissant de rapports, de circulaires, mentionne le maintien à domicile comme une source importante de réduction des dépenses de santé. Les Français souhaitent dans leur grande majorité terminer leur jour chez eux. Lors d'une maladie grave, les personnes malades passent la majeure partie de leur temps chez eux, avec de temps en temps des consultations hospitalières, des journées en hôpital de jour, des séjours en hospitalisation classique, grosso modo 4 à 5 jours de durée moyenne de séjour à 13-14 dans les USP. Ça reste petit, pas très long par rapport au temps passé à domicile. Le maintien à domicile permet un meilleur respect de la volonté du patient et évite une trop grande médicalisation de la fin de vie. Les personnes ne vont plus mourir dans un lieu dédié ou mourir. Elles sont chez elles et demeurent chez elles. D'une certaine façon, la mort reprend place dans la vie. Ainsi, quand le réseau de soins palliatifs intervient, environ 60 à 65 personnes, 60 à 65% des personnes décèdent chez elles, alors qu'elles ne sont que 25% à décéder chez elles lorsqu'un réseau ou une équipe de soutien intervient. Parmi les personnes qui nécessitent des soins palliatifs, très peu ont accès à une équipe experte en soins palliatifs. Seul le développement des soins palliatifs à domicile peut permettre une large couverture des besoins, surtout si l'on envisage le vieillissement constant de la population. S'il est toujours important de bénéficier de lits de soins palliatifs hospitaliers, bien sûr, nous pouvons affirmer que les soins palliatifs à domicile sont l'avenir des soins palliatifs. Même si nous travaillons de façon étroite avec les services d'HAD de nos territoires, les soins palliatifs à domicile sont effectués dans la grande majorité des situations par des professionnels libéraux. Ceux-ci ne peuvent assurer leur mission que s'ils sont soutenus par une équipe ressources en soins palliatifs porteur d'une triple expertise. Expertise en soins palliatifs, expertise du domicile et expertise du travail de coordination en réseau. Le réseau facilite la rencontre des acteurs, les différents acteurs autour du malade et ses proches. C'est essentiel quand nous voulons tous ensemble concevoir un projet commun pour et avec la personne malade. Alors, chacun de nous trois va parler de sa place, c'est-à-dire de la structure dans laquelle il travaille. Ce que nous allons évoquer ce matin n'est pas forcément généralisable à tous les réseaux. Nous savons combien le fonctionnement des réseaux de soins palliatifs est hétérogène sur le territoire français. D'ailleurs, ça a contribué à rendre floue l'image des réseaux de soins palliatifs, notamment pour nos décideurs politiques. Et quand nous nous sommes interrogés dans le groupe réseau sur ce qui fait la spécificité d'un réseau de soins palliatifs, nous sommes rapidement tombés sur l'expertise. L'expertise au sens large. Nécessité de cette triple expertise en soins palliatifs, en connaissance du domicile, en coordination. Nous allons prendre le temps de développer chacune de ces expertises, mais c'est bien évident qu'en réalité, elles sont totalement intriquées les unes dans les autres. Alors pour commencer, l'expertise en soins palliatifs. Les aspects techniques sont généralement le premier motif d'appel au réseau, avec en premier lieu la demande de conseils et de soutien pour gérer au mieux les symptômes complexes à domicile, dont la douleur. Les 2/3 des appels au réseau sont effectués par des soignants du domicile, médecins généralistes, infirmières libérales ou bien par la HAD. Pour la grande majorité des situations, il ne s'agit pas de retour à domicile, mais de maintien à domicile. Les personnes sont chez elles et demeurent chez elles, même si, comme on l'a vu, comme je l'ai dit tout de suite, les allers-retours à l'hôpital les allers-retours ponctuels sont effectués. Si les personnes hospitalisées peuvent bénéficier d'une expertise en soins palliatifs, il est indispensable que, quand elles sont chez elles, elles puissent aussi bénéficier d'une expertise qui sera d'autant plus efficace qu'elle sera adaptée au domicile.
Les médecins libéraux s'occupent en moyenne de 2-3 personnes en fin de vie par an. Ils ont tendance à oublier d'une fois sur l'autre les détails techniques. C'est la raison première pour laquelle ils sollicitent le réseau. La douleur est le motif d'appel le plus fréquent. Les équivalences dans les traitements, la coanalgésie, la mise en place d'une pompe à morphine ou à oxynore, le traitement des douleurs à composante neuropathique qui résistent au traitement classique, etc., etc., etc. Le second motif d'appel est l'aide à la rédaction des prescriptions anticipées personnalisées, avec laquelle la majorité des libéraux n'est pas très à l'aise, notamment en cas de symptômes intenses. Il est nécessaire d'expliquer aux patients, à ses proches, mais aussi aux professionnels de santé, ce qu'est une prescription anticipée, comment elle peut être déclenchée et mise en œuvre. Cela demande un peu de temps et d'expérience. Car comment expliquer par exemple à cette personne ou à ses proches qu'en cas de détresse respiratoire ou en cas d'hémorragie sévère, un dispositif est prévu? La mise à disposition des produits à délivrance hospitalière comme l'Ipnovel, l'Oxynor, le Perfadin, etc. permet une prise en charge poussée, soit par l'intermédiaire d'une convention avec une pharmacie hospitalière, soit en faisant intervenir l'HAV. Certains professionnels vont d'ailleurs jusqu'à considérer que le réseau, c'est l'USP du domicile. L'accompagnement de situations complexes à domicile peut même aller jusqu'à la mise en place, par exemple, d'une sédation continue à domicile. La plupart du temps en association avec l'HAV, mais parfois aussi, ça nous est arrivé, avec des libéraux uniquement. Le réseau permet aussi la sollicitation de professionnels de soins de soutien, et pas uniquement du kiné ou du psychologue. Un ergothérapeute libéral intervient dans un grand nombre de situations, une psychomotricienne également. Les établissements se dotent de plus en plus de ces professionnels. Il n'y a vraiment pas de raison que les personnes ne puissent en bénéficier à domicile. Il n'y a donc pas que l'expertise médicale, mais l'expertise de paramédicaux rompus à l'exercice du domicile est un apport fondamental. De la même manière, l'expertise d'une assistante sociale connaissant le domicile est d'une importance majeure pour l'obtention des financements des auxiliaires de vie, les dispositifs d'APA, de FNAS, de PCA qu'on connaît bien. Et le lien avec les structures aussi, le Conseil général, les PAH, les entreprises d'aide à domicile est essentiel. Il ne s'agit pas de compétences professionnelles juxtaposées. L'avantage d'une toute petite équipe de coordination réside aussi dans l'interdisciplinarité qui multiplie les compétences, facilite la réactivité et renforce l'efficacité. Le réseau de soins palliatifs est souvent sollicité par ailleurs pour des questionnements éthiques. L'équipe est donc le tiers qui va coordonner la réflexion collégiale et permettre aux décideurs d'être éclairés, que le décideur soit le patient lui-même ou le médecin. Par ailleurs, l'intervention du réseau est l'occasion d'évoquer la détermination d'une personne de confiance ou la présentation des directives anticipées. Sans le réseau, c'est quand même assez rare. Aussi, le lieu de vie n'est pas déterminé par la complexité d'une situation, mais par le choix de la personne malade, en lien avec la capacité, bien sûr, de l'entourage d'accompagner son proche. L'expertise en soins palliatifs ne doit pas être réservée aux établissements. Il arrive que des personnes soient convoquées en hôpital de jour pour simplement rencontrer l'équipe mobile de soins palliatifs. Cela n'a pas beaucoup de sens quand on sait qu'en toute fin de vie, les transports sont pénibles et générateurs de douleur. L'expertise en soins palliatifs doit être amenée au plus près des personnes malades. Comment pouvons-nous comprendre alors que le soin palliatif à domicile soit encore et toujours le parent pauvre des dispositifs? Je passe la parole. Quel enchaînement, hein. Alors, j'ai mis moi, entre guillemets l'expertise en italique parce que c'est vrai que expertise du domicile, enfin moi déjà le mot expertise, je trouve que ça fait un peu science infuse, même si on est d'accord qu'on a un savoir spécifique, mais entre savoir spécifique et expertise, je me sens plus à l'aise avec l'expression de savoir spécifique. Je ne suis pas fan de foot, mais je trouve que l'idée du foot, elle nous aide bien. C'est souvent comme ça qu'on le présente quand on fait des formations. Quand on fait des soins palliatifs à domicile, clairement, on est dans la position d'une équipe de foot qui joue à l'extérieur. Parce qu'on n'est pas sur notre terrain, on n'est pas avec nos placards remplis d'un tas de choses, on n'est pas dans un milieu relativement aseptisé, comme peut être le milieu de soins habituellement. On est dans la vraie vie, dans la vraie vie du patient. Et ce travail à domicile nous impose, je pense,
une humilité assez importante, parce que dès qu'on arrive un petit peu avec nos gros sabots, on se heurte à un mur, et il n'y a pas très longtemps, on a découvert le pot de cahiers salade qui trônait au plein milieu, vraiment au beau milieu de la table de salle à manger. Et moi, content, je me dis, bah, c'est bien, c'est le pot est là, il le prend. Oui, il y avait encore la pellicule bien fermée. Voilà. Le pot était là, il faut dire qu'on avait été le chercher. Et là, la value, là, il y avait un pas qui n'avait pas été franchi. Donc c'est vrai que le patient joue à domicile, ses proches aussi. Et c'est vrai, aujourd'hui on les appelle les aidants. Ils ont un joli grade, mais qui donne l'impression comme ça d'une belle reconnaissance, d'un soutien institutionnel. C'est quasiment biblique, quoi. Et puis voilà, le proche, il est sur le pont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et encore régulièrement, on lui dit, mais vous devriez peut-être vous y prendre comme ça, histoire de bien rajouter une couche. Le proche, aujourd'hui, il vient quand même mis un peu à toutes les sauces, et les dispositifs d'aide des proches, il n'y en a quand même pas 150 000. L'accompagnement, le fait de les aider, on en a plusieurs fois parlé dans nos réunions préparatoires, c'est des choses qui nous semblent faisables que quand on rencontre véritablement, physiquement, les gens. Expliquer par téléphone comment on change une couche à un monsieur de 80 ans dont l'épouse de 85 ans est alitée, grabataire et obèse, je veux bien qu'il y ait la télémédecine, mais je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Hein. Donc, avant tout, c'est quand même une histoire humaine, une histoire de relation dans un domicile qui est quand même souvent très perturbé, très bousculé, au sens propre et figuré. Parce que le proche, le fameux aidant, quand il dit oui, je suis d'accord pour que mon mari, mon gamin, mon proche rentre à la maison, souvent, je pense qu'il ne mesure pas du tout ce que cela signifie. Tant sur le plan humain que sur le plan aussi organisationnel. Les appartements ou maisons de 300 mètres carrés sont quand même pas légion. On a plus souvent affaire à des trucs tout petits ou au milieu de la salle à manger ou du salon trône de lit médicalisé, qu'à côté il y a la chaise percée, enfin la chaise garde-robe, ça fait mieux de le dire comme ça. Tout ça devant la porte, bon, c'est quand même une adaptation qu'on leur demande, n'est pas simple. Et à cela s'ajoute le fait que les gens vivent quand ils sont en soins palliatifs et en fin de vie, comme ils ont vécu toute leur vie. Donc régulièrement, ça fume plus que de raison, ça boit parfois aussi avec peu de modération. Il y a la télé qui gueule comme c'est pas permis, les petits-enfants qui souffrent partout, et les animaux de compagnie. Alors je le dis en regardant ma collègue, il y a le chien, le chat, jusque-là ça va, j'entends ta guiguane qui vient montrer le bout de son nez, et le dernier qu'on a eu, c'était le rat Raymond. Alors, j'ai appris de mettre la le rat Raymond aimait beaucoup les ampoules de morphine quand l'infirmière refaisait la PCA. C'est la réalité, et c'est vrai que quand on voit ça, on est bien obligé de se composer. Et si on se positionne comme des donneurs d'ordre, des donneurs de leçons en disant non, il faut faire comme ça, il faut une hygiène, machin, une hygiène attitude, on a des chances qu'après la porte soit fermée ou qu'on nous tienne un discours très lissé, très propre, qui n'ait rien à voir avec la réalité de ce que vivent les gens. Donc le soignant est tout le temps en train de s'adapter à ce patient, à ses proches, et puis s'adapter aussi à ce que peuvent faire les soignants libéraux, ceux qui se peuvent entendre. Et cette idée, je pense que c'est une de nos forces, cette formation au travers du compagnonnage, le fait d'essayer d'initier du changement et de ne pas arriver en disant qu'il faut se laver les mains avant de tricoter les grilles de Hubert, même si on pense tous. Et si on le dit comme ça ne va pas le faire. Et rapidement, on est déjeté de la prise en charge, qui est complètement normal. On admet tous autant qu'on est, on n'admettrait pas. Quelqu'un arrive en disant, moi je sais quoi faire comme moi je dis. Moi je sais. Donc à côté de cette première petite alchimie à trouver, il y a aussi que le domicile, c'est vraiment pas le monde du yaka. Tout ce qui est relativement simple à l'hôpital et qu'on peut modéliser sous forme de yaka faire ça, à domicile, ça tourne vite en casse-tête chinois. Yaka mettre un lit médicalisé. Oui, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on a vu un garage qui semblait un dépôt-vente de prestataires de services. Il y avait un lit médicalisé tout neuf, le surmatelas tout neuf, encore dans le garage, 2
2 chaises percées, une avec roulette, une sans roulette, un déambulateur, une gâte, tout ça au garage, bien rangé, et le monsieur continuait à aller au 2e étage avec une display phénoménale. Mais il a dit, eh ben, si c'est pour être chez moi, quand je vais dans mon lit, je veux pas de tout ça. Donc c'est aussi, j'allais dire, je tourne un peu en dérision, mais avoir des fois la sagesse et l'humilité de se dire, on va peut-être d'abord essayer de s'assurer qu'il va aller dans le lit avant de le prescrire. Il y en a quand même beaucoup des lits médicalisés qui traînent dans les garages. Faut-il encore un garage? Le Yaka le sondé, nos antidouleurs qui pensent notamment à l'acupuncture, qui est assez sympathique. Souvent le week-end, pour faire des blocages de ligne urinaire. Il n'y a pas très longtemps, on a eu affaire comme ça à un blocage. À samedi matin, alors on est peut-être des peu, comme disent les Vosgiens en Lorraine, mais une fois on a du mal, hein. Trouver une source urinaire, des poches à urine, l'infirmière qui veut bien mettre la sonde, tout ça le samedi matin, eh ben, on n'a pas réussi. On a trouvé des sacs à urine. Même pas une sonde d'aéro. Et bien, bilan des courses, ça s'est terminé à l'hôpital. Un sondage urinaire. Alors, on aurait dû anticiper, mais il se trouve que voilà, là, on n'a pas pu. Notre savoir, il est là, quand on ouvre des placards à la maison, on trouve de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre, des factures. Bon, on trouve rarement des sondes urinaires, des aiguilles de lumière, ou une infirmière qui fait une petite tenue, parce que tout à l'heure, on parlait des choses comme ça. Les aides humaines, c'est pareil. Combien de fois on voit les gens nous dire « Ah ben oui, moi je l'ai repris. On m'a dit que j'allais avoir de l'aide. » Oui, 20 € de l'heure. Vous voulez combien d'heures? Les heures de jour, enfin 20 € pour le jour, on ne parle pas de la nuit et le week-end. C'est aussi la réalité. Et l'économie, enfin la dimension financière de l'économie, à domicile, elle fait partie intégrante de la prise en charge. À l'hôpital, je vous en parlais parce que je connais moins, mais le problème du chauffage et de manger est quand même beaucoup moins problématique qu'en milieu hospitalier. La toilette, même chose. Le nombre de fois où on entend « il n'y a qu'à mettre quelqu'un pour la toilette, vous serez moins fatigué ». On dit « allez plus ». Oui, mais c'est pas si simple. Entre le SIAC qui n'a pas les moyens de prendre en charge les soins infirmiers, l'auxiliaire de vie qu'on finit toujours par filer le bébé entre guillemets, alors qu'il y a une sonde nasogastrique, une perfusion sur jet, et qu'on est verte de peur en se disant il y a des tuyaux partout, qu'est-ce que je vais faire? Et puis encore une fois, il y a un coup derrière tout ça. On a été plusieurs fois confrontés à des situations d'enfants, faire une toilette. Alors je ne parle pas de l'HAD, parce que de toute façon l'HAD nous avait dit on n'en veut pas parce que c'est un enfant. Le SIAD n'avait pas accepté non plus la prise en charge. Alors quand c'est un tout petit, ben, en gros, il y a un moment un papa qui peut le laver. Quand c'est un adolescent, c'est la même chose. On a eu il n'y a pas longtemps un patient de 14 ans. Personne n'a voulu prendre en charge la toilette. Et on imagine la position de la maman. En plus, c'était des gens de culture musulmane, donc il y avait une difficulté supplémentaire. Et tout le monde s'est renvoyé à balle en disant mais il ne rentre pas dans le cave. Donc la maman, elle rentrait dans la cave, donc la maman a fait la toilette. Mais ça pose quand même des difficultés qui est vraiment nécessaire d'anticiper si on ne veut pas avoir des hospitalisations en veux-tu, en voilà. Les produits de réserve hospitalière, alors il y a différentes modalités pratiques. En travaillant ensemble, on a vu qu'on ne fonctionnait pas de la même façon, mais c'est vrai que moi, quand je suis confronté à un patient qui m'a suivi en milieu hospitalier et qui a 49 fièvres et qui ne peut pas avaler des gélules, je me dis, attends, les suppositoires, je vois ce que je vais lui donner. C'est déjà ça. Tu me diras, mais voilà, la réalité, hein, les traitements à domicile, ça reste assez compliqué. Donc c'est vrai que le maintien à domicile, en soins palliatifs, l'expertise en soins palliatifs à domicile, c'est une équation à trois inconnus. L'humain malade, l'humain proche, l'humain aidant, puis l'humain docteur et l'humain professionnel de santé, parce qu'on a nos limites, tous autant qu'on est. Et on a des jours avec et des jours sans. La technique, parce que c'est vrai qu'en matière de technique, on peut faire énormément de choses à domicile. Après, il ne faut pas que la technique devienne une fin en soi. Et c'est des fois un petit peu une limite, à mon avis, important. Et puis les aspects économiques et financiers, avec peut-être une position que le temps nous apprend finalement, que l'expérience nous donne, d'être plus pragmatique que dogmatique. Quand j'ai commencé, je me disais,
toute façon, tout seul, ça ne va pas être possible, un accompagnement à domicile. Je crois que c'était le 15e patient qu'on a pris en charge dans le réseau. C'était un SDF qui souhaitait en garage en plein hiver au fin fond des Vosges. Le premier jour, on est arrivé, il y avait un verre d'eau sur la table, maladroite comme je suis, j'ai bousculé le verre d'eau. L'eau n'est pas sortie du verre. Sur le coup, je n'ai pas compris. Et je me suis trouvé que vous effrayez, quoi. L'eau gelée dans le verre. Ce monsieur-là, j'avais perdu tout contact social. C'est vrai que sur le papier, on avait bien pensé, mais ça ne va pas être possible, quoi, à domicile. Mais on lui aurait dit, bah non, c'est pas possible à domicile, il serait resté à domicile sans le réseau, et il aurait continué à vivre comme ça. Donc peut-être des fois un petit peu plus de pragmatisme, un peu moins de dogmatisme, un peu moins de scission. Vous avez fait qu'on parlait tout à l'heure, cancérologie, soins palliatifs, on est quand même dans un monde qui scinde, qui coupe. Et à domicile, on a la chance finalement de retrouver une continuité. L'exemple le plus beau, je crois, c'est la personne de confiance. À domicile, on a une de déclarée pour les patients cancéreux, notamment parce que c'est ceux qui vont le plus souvent à l'hôpital. Il y a une personne de confiance déclarée à chaque séjour hospitalier. C'est bête, mais c'est quand même la réalité des choses. Je vais le noter parce qu'on est en retard. Merci beaucoup. Donc moi, je ne suis pas capable de rester assise et j'avoue que là, après passer après Isabelle, ça me semble très bien. Moi, ça m'a fait marrer parce que merci, parce que vraiment, ça m'a dit, moi, j'ai plus rien à dire en vrai. Hein. Donc moi, je vais parler, toi, tu as parlé dans les Vosges de ton monsieur Clochard et en Seine-Saint-Denis, il était super chaud, il était dans un hôtel meublé et il mangeait avec son chat. Voilà. Et là, il m'a dit, est-ce qu'on se marie? Et je lui ai dit, ok, mais si on se marie, on fait pas ça. On s'en fait pas. Et on a tous des histoires comme ça magnifiques. Et après Isabelle et Thierry, bon, bah, c'est sûr que heureusement on parle de gens, quoi. On parle de vie, on parle de notre quotidien, on sait pas, quoi. C'est pour ça qu'on a. Donc pourquoi aussi on parle de coordination en réseau de soins palliatifs? C'est parce qu'on vit, qu'on est heureux. Ah ouais, l'histoire du rat. Nous on avait un patient qui ne fait pas, qui était caché, qui faisait 20 kilos. Et le Nutrigine, le Fortimel, je sais pas quoi, le chat, mais j'ai jamais vu ça. Un chat, il bouffait le Fortimel, c'était long le chat. Il est sorti. Alors je vous le dis tout de suite, les chats aiment, c'est hallucinant. Là, ça c'était complètement nutritif. Hein. On avait une espèce de lion qui se dessus. C'était un chat. Et on nous expliquait que ça allait comme un bon pour les croquettes et donc il bouffait Fortimel. Ah oui, d'accord, pardon. Alors, cette célèbre coordination, j'ai pas grand-chose évidemment à rajouter, honnêtement, mais je suis contente d'ailleurs, je trouve ça super, parce qu'on est différents, puis finalement, finalement ça va être pareil. Ça va être autre chose, mais ça va être pareil, enfin, on est ensemble. Alors les questions, l'expertise, pas expertise, la compétence, le savoir, où est-ce qu'on les laisse, où est-ce qu'on ne les met pas. Donc comme ça, on est un peu son cul, on a tout mis, coordination, compétence, expertise, avec un S au milieu, à compétence. Et pour nous, vraiment, la coordination, le réseau, ça n'existe pas sans la rencontre avec le patient. C'est pas du tout des mots, encore une fois, on est dans l'humain, encore une fois, on se regarde, encore une fois, on s'écoute. La première chose, c'est qu'on écoute, alors on pourrait le mettre à toutes les lignes, toutes les phrases, et on écoute quoi? On écoute une personne parler d'elle, de sa vie, ou pas. C'est silence, on peut la lire, ça va parler. On la regarde aussi parce qu'il y a des mots, puis genre on peut bouger, on peut j'ai mal, on peut se taire, on peut avoir une émotion sur le visage, et on prend en compte, j'espère en tous les cas, l'expertise du patient. Et pas de façon, le mot, le célèbre patient expert, non, une réalité. C'est de lui qu'il s'agit dans son mode de vie, s'il est dans son hôtel meublé, etc. etc. Je ne parle pas de choix de vie, je parle de moment de vie. Il est là, elle est là, voilà. Et où, nous, on a eu l'honneur, enfin, de se faire ouvrir la porte. Nous, on nous a ouvert la porte et c'est déjà bon. Voilà. Donc, il s'agit d'une rencontre d'une personne qui a une expertise sur sa santé, sur ses choix, et qui a fait le choix d'être là, dans sa vie. Enfin, là, ouais. Après, on écoute les proches, si proches il y a. Alors, moi, on est un peu dans cette série, on n'est pas arrivé au niveau des aidants. C'est trop compliqué pour nous, là, on fait de la coordination, de l'expérience, on est encore les proches. Alors au départ c'était les familles, mais c'est pas les familles, c'est pas machin et tout, ragnagna. Donc on dit les proches. Et on écoute, si le patient est lequel, bien sûr,
ces personnes qui vivent souvent avec le patient, qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont à ne pas dire, et on est un médiateur. Et souvent, quand le patient parle, ça permet, l'autre se tait au début peut-être, des fois, et ils entendent ce que le patient dit, puisqu'il nous parle à nous, et on a cette utilité de médiateur très souvent, enfin, voilà. Donc on écoute les proches, mais d'abord on écoute le patient. On examine, bah oui, on est des professionnels de santé, quand on examine, examen clinique, infirmier, médecin, quand on se rend au domicile d'un patient en soins palliatifs, en fin de vie chez lui, on va le toucher, on va l'écouter d'abord, bien sûr, le regarder, l'écouter, veiller à ce qu'il soit d'abord confortable, avant d'avoir discuté, et puis on va l'examiner, on va voir s'il a des symptômes qui ne sont pas soulagés, on va regarder sa bouche, on va voir s'il y a caca, on parle beaucoup plus de caca en tous les cas en ce qui nous concerne que d'euthanasie, hein, sincèrement, ça c'est notre quotidien, il est beaucoup plus sur le transit que sur les demandes de mort, mais bon, c'est peut-être cette année, hein, je ne doute pas dans les Vosges, vous êtes sur les cas, c'est tous les jours, l'euthanasie c'est qu'une fois. Oh, ça doit être ça. On est déjà contents quand ils font bien caca ou pas bien, mais quand ils sont contents avec leur façon de faire. Donc on touche les ventres, on regarde la peau, quand ça gratte, quand c'est sec, voilà. S'ils ont envie, bien sûr, comme Isabelle a dit, c'est avec l'accord. Écoute, voilà. Et puis, on évalue ce que nous, on estime être les besoins, c'est-à-dire aussi bien, et on évalue avec le patient, avec ses proches, hein, aussi bien sur les symptômes, les traitements, la collaboration avec les professionnels, enfin, les traitements non soulagés, que les professionnels, que les ressources médico-psychosociales. C'est un grand mot, mais ça veut dire qu'on écoute, qu'on essaye de soulager, qu'on essaye de proposer, qu'on voit si auprès du patient, il y a des soins infirmiers, peut-être des soins par un psy, passés par un psy, qu'il y a les célèbres aides. Nous, dans notre équipe, on met en place relativement facilement. Dans le Seine-Saint-Denis, on a beaucoup de chance, contrairement à ce que certains disent. On travaille très bien, on est très contents, on a beaucoup de facilité à mettre en place les aides financières, APA, FONSNAS, etc., de façon très rapide en soins palliatifs. Donc, on va proposer aux patients et à ses proches également un soutien psychologique, si eux le sont. Voilà, donc en gros, ce que là, c'était la première diapo. Un réseau, c'est pas un call center, comme certains auraient aimé, mais je vois que Vincent en a parlé, c'est réellement pas un standard. Une équipe de coordination. Une coordination, c'est pas standardiste. Alors, comment on intervient? D'abord en équipe, et équipe pluridisciplinaire en soins palliatifs, voilà, c'est pas le médecin douleur cancer avec le médecin douleur gériatrie associé au médecin douleur pédiatrie. C'est plusieurs êtres humains déjà, c'est déjà pluriel, et pluriprofessionnels également. Et puis pour être compétent, vaut mieux connaître les ressources professionnelles de ville. Hein. Ça peut aider. Hein. Donc c'est pour ça que tous nos discours évidemment se rejoignent. Hein. Évidemment, il faut les connaître, et connaître ce qui s'appelle maintenant, c'est le célèbre mot, les missions différenciées. C'est-à-dire que si on veut, avec l'accord du patient toujours, hein, au préalable, on a déjà fait valider, excusez-moi, je voulais vous dire, bien sûr, on a discuté avec le patient, même si nous, on tape les pieds en disant « mais si, il faut une pompe », qui nous dit « c'est bon, votre tuyau, lâchez-moi ». D'accord, ok. Bon, je ne suis pas d'accord, mais je peux vous en parler la fois prochaine? D'accord, ok. Et ben oui, il faut connaître les missions différenciées, c'est-à-dire savoir qui fait quoi, comment travaille un SIAD, quel SIAD intervient sur quel secteur, quel HAD, quelles sont les modalités d'appel, des HAD, des SIAD, des idéaux libéraux, des médecins libéraux, est-ce qu'il y a des médecins urgentistes, etc. Pour être justement pertinent quand on appelle les auxiliaires de vie, l'APA, le FONSNAS, les psychologues. Nous, on a une chance avec ça dans les psychologues salariés qui seront au domicile du patient, mais il peut y avoir d'autres structures qui font appel à des psychologues libéraux, etc. Ou alors qu'on peut collaborer avec les HAD. Enfin, il faut essayer, en toute humilité, de répondre à notre niveau, à ce qu'on peut, des besoins du patient. Mais les gens, ils savent très bien. Hein. De toute manière, il n'y a pas besoin de se la jouer humilité, c'est une évidence pour eux. Ils le savent, hein, qu'on ne peut pas tout faire, sinon on les aurait guéris. Hein, donc, et puis après, il y a cette posture. La coordination, pour nous, c'est important. Et une posture. On n'est pas des donneurs d'ordre. Enfin, j'espère. Bien sûr, on fait des soins palliatifs à domicile. Elle est évidemment admirable, magnifique, exceptionnelle, etc. Mais la posture de coordination, c'est une posture, pour nous, de coopération. Et ça, c'est vraiment une coordination qui est transversale, horizontale, à
à différencier d'un service hospitalier qui est ça ne veut pas dire qu'on va travailler avec, hein, mais on n'est pas verticaux, on est ensemble, ensemble avec le patient, ensemble avec les autres professionnels, tous ensemble, avec les infirmiers, avec les médecins, avec les auxiliaires de vie, avec les HAD, avec les SNAD, à condition, bien sûr, qu'on travaille dans un objectif commun, qui est l'amélioration de la qualité du service rendu. Alors ça paraît un terme utilité, mais c'est super important de réfléchir à ce qu'on apporte à une personne en grande difficulté. Je vais tirer et accélérer. Les procédures. Les procédures. Pourquoi je dis procédures? Moi j'aime bien. Je sais que ça se fait pas, mais j'aime bien. Oh, c'est peut-être parce que ça se fait pas que j'aime bien d'ailleurs. Et les procédures de coordination, pourquoi? Pourquoi des mots aussi contraignants? Quelque part, l'équipe de coordination, donc cette équipe pluridisciplinaire à qui le patient fait l'honneur d'ouvrir la porte, elle garant du partage de l'information. Ça nous semblait super important de réfléchir à transmettre. Alors, on a mis parce qu'on l'a fait pour faire 3 diapos, c'est une transmission en temps réel de l'information. C'est pas la rétention d'informations qui peut être considérée comme une pratique de pouvoir. Ça, c'est une pratique de pouvoir. Si l'équipe de coordination a l'information et ne la transmet pas aux autres professionnels de santé, ça, c'est du pouvoir et c'est du donneur d'ordre. L'idée, c'est de travailler ensemble, alors de façon différente. Hein. On peut utiliser le téléphone, certains font des visites conjointes, on peut se débrouiller comme on veut, mais l'idée, c'est qu'on est en gros dans une équipe de proximité, comme on dit, autour du patient. En gros, voilà, on soit à peu près au même niveau d'information sur le projet. Que ce soit de toute manière le patient qui soit le guide. Nous, on est les compétents. Ils utilisent nos compétences, en gros. Donc, la transmission d'informations, la réévaluation continue entre le premier appel, le halo, et le décès du patient et éventuellement la suite avec le suivi de deuil, en tous les cas jusqu'au décès, la situation évolue en permanence. Donc, il y a une réévaluation en continu des besoins, des symptômes, de la totalité, et évidemment du projet de soins qui est validé à chaque fois par le patient. Et on réadapte donc ce projet de soins. Et puis le cadre, encore quelque chose qui est en même temps extrêmement rigide en éthique. Il n'y a rien à faire, le patient, là, il y a des points sur lesquels on est quasi intouchable, et par contre, il est extrêmement souple par rapport aux personnes que nous suivons dans une caravane, effectivement, dans un grand appart, une maison, avec des chiens, des chats, on n'a pas de douane.